Salut. L'autre jour, je repensais au film Shutter Island, qui est un film que j'adore. Mais on va dire que en termes de validité historique, que ce soit globalement ou au niveau de la psychiatrie, de l'histoire de la psychiatrie, tout ça, bon, on n'est pas au top. Mais c'est pas ce qu'on attend de ce film. Le film, c'est du Scorsese, c'est bien filmé, l'histoire est cool, les persos sont hyper bien construits, même le groomer principal. Et ce que j'adore aussi, c'est que la fin du film est à libre interprétation, ce qui est genre vraiment un truc que j'adore parce que c'est des trucs où tout le monde va s'engueuler après, chacun aura compris ce qu'il voulait. Ce qui est d'ailleurs un type de fin qu'on retrouve dans un autre film avec DiCaprio que j'adore et qui est de la même époque, qui est Inception. Donc peut-être que lui aussi, il a les mêmes goûts que moi, à part en matière de meuf. Bon, je vais spoiler la fin, donc si vous avez pas vu le film, allez un peu plus loin là, vite. Allez, on dégage. C'est bon, on est entre nous. Donc à la fin, on se rend compte que tout ce qui se passe sur l'île a été mis en scène par le psychiatre qui s'occupe de Leonardo DiCaprio, justement pour essayer de trouver une technique New Age, de soigner sa paranoïa, ces histoires qui se fait dans sa tête, etc. À la fin, tout lui est dévoilé, et il se rend compte également que c'est pas la première fois qu'on lui fait retrouver la mémoire, mais que à chaque fois, il replonge assez rapidement, et que là, c'était vraiment sa dernière chance avant la lobotomie. Fast forward tout plus tard, Hulk, qui est le complice depuis le début, vient parler à notre pote Jack, pour voir un peu ce qu'il en est, genre est-ce qu'il a recouvert la mémoire ou pas, comment ça se passe. S'ensuit une petite conversation où Jack finit par lui dire « Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? » En gros, est-ce que tu préfères vivre avec un mensonge qui te fait sentir bien, ou vivre avec la vérité, mais qui est un souvenir horrible. Et là, il se remet à parler comme si c'était une enquête, sous-entendant que il n'a pas retrouvé la mémoire. Et en fait, la fin ouverte, elle est là, c'est que là, normalement, tu devrais te dire, en fait, il n'a pas retrouvé la mémoire, puisqu'il veut recommencer l'enquête, mais le fait qu'il ait sorti cette phrase avant, ça sous-entend aussi qu'il peut faire exprès d'avoir perdu la mémoire pour pouvoir subir une lobotomie et être enfin libéré de ses démons. Moi, je préfère cette version-là, mais après, vous êtes libre de l'interpréter comme vous le souhaitez, et c'est ça qui est chouette. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, ça fait réfléchir au sens de la saucisse, tout ça. Ça m'a fait réfléchir à cette histoire de lobotomie, parce qu'en fait, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, et c'est pas des trucs que j'ai appris, en tout cas moi, dans mon cursus, dans mon diplôme de psychologie. Et je me suis rendu compte, du coup, que j'ignorais beaucoup de choses sur le sujet, quelle chanceuse j'étais, je ne savais pas à l'époque, mais... Et que les seules choses que je savais sur la lobotomie, c'est ce que j'avais vu au cinéma ou dans la culture populaire. En fait, le seul autre souvenir que j'avais de la lobotomie, c'était dans un autre film que j'aime bien. Le film, c'est From Hell, avec le mari violent, là, Johnny Depp, qui prend un accent anglais hasardeux, un peu bizarre, pour nous faire croire qu'il est enquêteur durant la période victorienne à Londres, et qu'il pourchasse Jack l'Éventreur. Bon, je vais pas vous refaire le film. Il est pas mal si on n'est pas trop à cheval, encore une fois, sur la validité historique. Je pense que cette période... Voilà, les années 2000 de film, il fallait pas s'attendre à un truc trop valide historiquement. Mais bon, pour en revenir au film, à un moment de l'histoire, Jack Poirot, là, il se retrouve à enquêter sur la vie des prostituées du coin, puisque c'est elles qui se font tuer par Jack l'Éventreur, et il se rend compte que l'une d'entre elles, c'est en fait la petite zouze d'un mec de la famille royale. Du coup, pour la faire taire, pour ne pas qu'elle raconte à tout le monde qu'elle fricote avec un membre de la famille royale, les méchants chirurgiens victoriens lui font une lobotomie, et elle devient donc un genre de zombie qui louche pour une raison obscure. Du coup, avec ces deux sources hautement scientifiques en poche, pour moi, la lobotomie, dans mon imaginaire, c'était une technique barbare de l'époque victorienne, du 19e siècle, une époque charnière de la chirurgie, bien sombre, tout ça. Enfin voilà, c'était un truc où on te coupait un nerf dans le cerveau en passant par ton œil, ça c'est ce que je savais, et qui servait beaucoup à contrôler la population des gens qu'on considérait comme fous, ou contrôler les femmes qui voudraient un peu trop de liberté, hein. Eh bien, ces deux documentaires m'ont induite en erreur, bizarrement. Enfin, pas tellement sur la deuxième partie de ma phrase, mais en tout cas sur le fait que ça vienne d'une époque 19e, barbare, tout ça, victorienne. En vrai, la lobotomie, c'est beaucoup plus récent. Genre, beaucoup plus récent. Genre, c'est la honte tellement c'est récent. Alors, sautez avec moi dans la lobotomobile, oui, ça a existé, et plongez dans le rabbit hole de combien des milliers de vies ont été détruites par l'ego et les illusions de grandeur d'une poignée d'hommes. Une histoire vieille comme le monde, finalement.
Bon, je vais pas vous choquer en vous apprenant que la santé mentale a rarement été une priorité au fil des siècles et au cours de l'histoire des diverses sociétés du monde, et qu'on avait plutôt tendance à considérer que si t'avais un trouble psy, ce qu'on appelait pas du tout ça comme ça à l'époque d'ailleurs, c'est que t'étais zinzin, toc-toc et qu'on pouvait plus rien pour toi, ou alors que tu étais possédé par le diable, bien sûr. D'ailleurs, les fous ont pu être d'excellents cobayes pour les médecins à travers le temps, puisque ils ne pouvaient pas se plaindre. Donc ils ont permis de tester des thérapies diverses et variées et de tester les hypothèses que se faisaient les médecins du type « Et il se passe quoi si je fais ça ?» Ou encore « Et s'il a plus de sang, peut-être qu'il ira mieux, non ?» Des saignées, des purges, des jeûnes, des exorcismes, des chocs électriques dans le cerveau, des trépanations. Au tout début du XXe, c'était même devenu assez courant de blinder les patients d'insuline jusqu'au coma, pour essayer de faire sortir le mal, bien sûr, ou encore de leur injecter la malaria, puisqu'on était persuadé que la fièvre enlevait tous les maux du corps. Je rigole même pas, hein. T'allais à l'HP pour dépression ou anxiété, et on t'injectait la malaria, du coup, t'étais toujours anxieux, mais en bonus, t'avais une maladie hyper lourde, et ça n'a pas de prix. Tu rajoutes à ça que le début du XXe, c'est une ère qui a été très difficile pour la santé mentale des gens pour plusieurs raisons. On a eu l'industrialisation ultra rapide de nos sociétés, la Première Guerre mondiale, les pandémies, le capitalisme, putain, qui a forcé l'ensemble de la société à calquer ses rythmes de vie, d'alimentation, de sommeil, etc., sur des rythmes et des horaires qui n'étaient pas naturels pour eux. Tout ça au service de la productivité, bien sûr, et augmentant ainsi fulguramment, ce qui est sans doute un mot, faudrait que je vérifie, mais sans doute, le stress, l'anxiété, la dépression, tout ça, que des choses qu'à l'époque, on ne sait absolument pas traiter. Il faut bien comprendre qu'avant les années 50, donc le milieu du siècle, il n'y avait pas du tout de traitement médicamenteux pour les troubles psy. En fait, on parquait les patients dans des asiles où on s'occupait plus ou moins d'eux sans trop savoir quoi faire, où on testait des trucs à tâtons, rappelez-vous, la malaria, tout ça. Et donc, faute de connaissances, le traitement pour les gens qui étaient déviants ou fous, ou trop énervés, trop bêtes, trop violents, ce que tu veux, c'était le confinement. Donc on entassait les malades entre eux, on les mettait dans des camisoles, dans des cages, oui, des cages. Et le pire, c'est que tu pouvais te faire interner pour rien du tout à partir du moment où on comprenait pas trop ce qui t'arrivait, en fait. À partir du moment où tu devenais un poids pour ta famille, tes proches ou la société, tu partais à l'asile, ok, on va s'occuper de toi, et au moins les autres peuvent continuer de produire du capital, d'accord? On y internait les gens qui souffraient d'épilepsie, on y internait les femmes qui ne voulaient pas faire le ménage, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, les homosexuels. Et c'était aussi un lieu pour te débarrasser de ta femme si tu trouvais qu'elle était pas assez bien, parce que tu choisissais un prétexte pour la faire interner, et les médecins pouvaient la déclarer inapte, et auquel cas tu pouvais te remarier sans avoir à passer par le divorce, payer une pension alimentaire, tout ça, quoi. Super. Et c'est donc dans ce contexte qu'un petit groupe d'astucieux neurologues allait trouver la solution miracle pour soigner ces personnes souffrantes que personne ne savait prendre en charge, le cœur sur la main. Mais surtout, pour devenir des grands noms de la médecine, des gens dont on se souviendrait, des noms qui marqueraient l'histoire, puisque ce seraient les seuls qui arriveraient à sauver les fous, les zinzins, tout ça, ils deviendraient adulés de tous, les genres de Dr. Queen, fan médecin des hommes, finalement. Parlons un peu d'eux. Je trouve qu'on parle pas assez des accomplissements des hommes cis blancs hétéros. Les guerres et autres barbaries des siècles précédents avaient permis aux médecins quand même de repérer quelque chose. Les soldats dont une blessure avait impacté le lobe frontal et qui en avaient survécu se retrouvaient plus calmes qu'avant, avec une personnalité un peu changée, un peu plus docile. Une seule raison possible, tous nos troubles psy se trouvent dans le lobe frontal, donc virez-moi ce truc, on n'en a pas besoin, allez hop, j'exagère presque. Et on va s'attarder sur 3 bonhommes qui ont fait de la lobotomie ce qu'elle est devenue au final. Le premier, c'est un neurophysiologiste du nom de John Fulton qui, en 1935, s'est dit que ce serait vraiment une super bonne idée de retirer les lobes frontaux à des chimpanzés. Il a fait le test sur 2 de ces petites bêtes et eureka! Ces bêtes sauvages, autrefois colériques et promptes à la violence, n'étaient désormais plus capables de ressentir certaines émotions, telles que la frustration ou l'anxiété, les rendant ainsi calmes, apaisées et en apparence heureuses, bien qu'elles aient perdu quelques capacités cognitives en chemin. Qui sommes-nous pour juger? Rien d'inquiétant en tout cas pour notre second protagoniste,
un neurologue du nom de Egas Moniz. Lui, il s'est dit qu'il allait enfin pouvoir rendre ses patients heureux et guérir tous les troubles psy grâce à cette technique incroyable en fait, cette technique révolutionnaire. Il inventa une procédure donc qui permettait de non pas retirer les lobes frontaux de ses patients, on n'est pas des singes quand même, mais de rompre les connexions entre ces lobes frontaux et le reste du cerveau. Pour ce faire, on forait un trou dans le crâne du patient, puis on insérait un objet contondant et on gratouillait comme ça là, pour sectionner tout ça, sectionner les terminaisons nerveuses, les liens, une bien belle histoire. Avec l'aide d'un collègue chirurgien, parce que je vous rappelle que le gonze à la base, il est neurologue, il pratique son opération sur une vingtaine de patients, avant de publier le résultat inespéré de ses recherches. Tous les patients qu'il a opérés, pour des raisons diverses, allant de la dépression à la bipolarité, en passant par la schizophrénie, tous semblent présenter des améliorations dans leur comportement, et ce, visibles quelques jours suivant l'opération. Nickel, non? Non. Parce qu'en fait, les peer reviews, comme on dit dans le jargon, en fait, parce que je suis psychologue, je sais pas si vous savez. Donc, c'est-à-dire la vérification de l'étude par les pairs, PIRS, hein, pas leur daron, et ben, c'était pas aussi dithyrambique. En fait, l'étude de Moniz a été très critiquée pour avoir enjolivé les résultats. En fait, les patients avaient en effet réduit leurs émotions, mais parfois au prix de pertes cognitives, voire de pertes de fonction physique, et surtout au prix d'un changement drastique dans leur personnalité. Certains n'ont même jamais quitté l'hôpital après ça. De plus, et ça c'est important dans toutes les études scientifiques et toutes les études en médecine, corrélation n'est pas causalité. Et les résultats obtenus par Moniz pouvaient être liés à autre chose que la lobotomie, comme au trauma crânien, au choc de l'opération, ou même à d'autres facteurs. Parce que 20 personnes, c'est pas suffisant en fait pour déterminer si quelque chose marche ou pas. En fait, il n'y avait pas une assez bonne balance bénéfice-risque et la moutarde n'a pas spécialement pris en Europe, même si certains médecins ont commencé à pratiquer la lobotomie, mais c'était pas le grand succès que ça a eu, vous allez le voir aux États-Unis. Moniz a quand même eu le prix Nobel de médecine suite à cette découverte. Alors ça peut paraître fou comme ça de donner le prix Nobel de médecine à une technique aussi barbare, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait vraiment très peu de recherche dans la santé mentale, donc c'était quand même un pionnier finalement. Et même si aujourd'hui avec le recul on sait que cette technique elle était dangereuse, barbare et inutile pour certaines personnes, elle a quand même ouvert la porte à d'autres recherches, d'autres expérimentations qui ont mené là où on en est aujourd'hui dans la psychiatrie. Bref, je disais, la moutarde n'a pas pris en Europe, mais ça c'est l'Europe, ok? Et s'il y a bien un peuple qui est prêt à laisser son destin entre les mains d'un homme médiocre à l'ego surdimensionné, avide de succès et de pouvoir, c'est bien les Américains. Entre donc le protagoniste principal de notre histoire de lobotomie, le neurologue Walter Freeman. Issu d'une longue lignée de médecins réputés, il devait sans doute dire qu'il s'était fait tout seul, Walter Freeman voulait laisser son empreinte dans l'histoire de la médecine comme l'avaient fait ses aïeux auparavant. Par exemple, son grand-père William Keane est le premier à avoir retiré avec succès une tumeur au cerveau d'un patient vivant. Le tout dans un amphi blindé d'étudiants qui étaient en train d'observer, puisqu'à l'époque, on savait vivre, il n'y avait pas les woke, tout ça. Donc, il voulait taper fort, il voulait innover, il voulait un truc que personne n'avait fait auparavant, et les travaux de Moniz étaient parfaits pour lui. Il lui offrait vraiment toute une opportunité de soigner les troubles psy, n'existerait plus grâce à lui. Évidemment, il avait choisi de ne tirer que le positif de l'étude de Moniz et de partir avec. Genre vraiment, il y a eu une étude, ok, c'est bon, moi je vais faire le reste. Pépé avait retiré des tumeurs des cerveaux ? Qu'à cela ne tienne, Waltou allait changer le cours de l'histoire en retirant carrément les maladies mentales des cerveaux. Et ouais mon pote, pas ça papy. Après de longues correspondances épistolaires dignes des plus belles romances avec Moniz, il décide donc de se lancer et de recréer l'opération sur le sol des États-Unis d'Amérique, fuck yeah, avec son collègue James Watts, un neurochirurgien, et de rebrander un peu le truc en lui donnant un nouveau nom. C'est la naissance de la lobotomie. Et oui, encore une fois, un neurologue ne peut pas pratiquer de chirurgie, il lui faut un chirurgien, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire ça tout seul, enfin t'as capté. Le duo de scientifiques fous était donc lancé et en 1936, une femme au foyer de 63 ans venant du Kansas fut la première à être opérée de lobotomie sur le sol américain. 1936, un an après les premiers tests sur des chimpanzés. Alice souffrait d'insomnie, d'anxiété et de dépression et il se trouve que l'opération la libéra de ses lourdes charges. Bon,
elle avait complètement perdu sa personnalité et elle est morte 5 ans plus tard de complications des suites de l'opération. Mais bon, elle dormait bien, elle dormait bien. En tout cas, nos petits foufous du bistouri étaient lancés et l'opération devint très vite sur le sol américain une trend. Je rigole même pas. Non mais vraiment, tout le pays parlait de cette opération miracle qui résolvait tous les problèmes psy et faisait revenir l'être aimé. Et ça se bousculait au portillon pour soigner les femmes hystériques qui osaient être tristes après un accouchement, je sais pas quoi, alors que leur mari, lui, il travaille. Et quand il rentre du bureau, il a besoin d'avoir un repas chaud qui l'attend. Oh, hop, hop, hop. J'exagère à peine, parce que beaucoup des patients de la lobotomie étaient en fait des patientes. Et on a envoyé notamment les jeunes filles pour les soigner de nymphomanie. Ce qu'on considérait comme de la nymphomanie à l'époque, c'était s'intéresser aux garçons, ou pire, être lesbienne. Les résultats étaient assez mitigés. Il y avait quelques résultats positifs, quelques réussites, faut le dire, mais quand même beaucoup de complications. Des patients qui perdent la motricité, parfois la parole, qui n'ont plus du tout la même personnalité. Mais bon, on rappelle qu'à l'époque, les patients n'avaient pas d'autre alternative en fait. C'était soit être interné à vie, soit te faire couper un bout du cerveau. Waouh. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à le saouler, Walter, de partager les spotlights avec un autre médecin, en fait. Et puis, c'est vrai que la procédure est très lourde pour les patients, parce que je vous rappelle qu'il faut une anesthésie générale et faire un littéral trou dans le cerveau, dans ton crâne, là, on va forer dans ton crâne. Du coup, ça nécessite, en fait, toute une équipe, Il faut un anesthésiste, un chirurgien, des infirmières, du matériel de pointe, et on ne trouve ça que dans les hôpitaux. Or, comme je le disais, les patients qui souffrent de troubles psy, à l'époque, ils sont pas à l'hôpital, ils sont à l'asile. C'est encore différent, donc c'est beaucoup moins médicalisé. Il y a certainement pas de matériel d'opération. Donc, Walter prend les choses en main de son côté pour travailler sur une technique qui serait beaucoup moins invasive, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et après un entraînement minutieux sur des pamplemousses, oui, il est prêt à tester sa technique sur des êtres humains. Sa technique, insérer un objet qui ressemble à un pic à glace à l'intérieur du globe oculaire pour remonter jusqu'au lobe préfrontal et trifouiller comme il faisait avant, Et c'est la naissance de la lobotomie frontale transorbitaire. Voilà quelque chose que Freeman est le seul à maîtriser, donc tu vois, ça lui ramène un petit cachet, mais il reste un problème. L'anesthésiste. Il ne peut pas pratiquer d'anesthésie générale en tant que neurologue. Et surtout, encore une fois, les asiles n'ont pas le matériel pour faire d'anesthésie générale. Par contre, ce qu'on trouve dans les asiles, c'est de quoi faire des électrochocs. Et Waltou, il est malin, c'est pas le dernier. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des électrochocs pour assommer ses patients. Et le temps qu'il soit un peu dans les vapes, il va utiliser sa technique de lobotomie par le globe oculaire et le tour est joué. Et figurez-vous que ça va être un succès fulgurant puisque c'est beaucoup moins coûteux de n'avoir besoin que d'une seule personne et de matériel limité pour pratiquer la lobotomie. Et Walter Freeman va pouvoir se déplacer de maison en maison, d'asile en asile, d'état en état, de ville en ville pour pratiquer sa lobotomie. Il va aller jusqu'à acheter un van pour faire ça, que la presse aura subtilement nommé la lobotomobile. Et il partira sur les routes pour rencontrer ses patients et les réparer de leurs problèmes, bien sûr, en 2 temps 3 mouvements. Enfin, réparer, les résultats n'ont pas bougé, ça reste un truc qui est modérément satisfaisant. C'est pas d'une efficacité avérée et ça a tendance à zombifier les gens sur qui on le pratique, mais écoutez, on n'a que ça à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se démocratise plutôt. Et Walter Freeman se retrouve à faire des milliers de lobotomies à travers l'Amérique en seulement quelques années. On est là maintenant ? Très bien. Oui. Alors, je pouvais pas faire une vidéo sur la lobotomie sans parler de Rosemary Kennedy, qui est un témoin tristement parfait des dérives de cette opération. Alors, la famille Kennedy, c'est ce qu'on appelle une dynastie, c'est une des plus grandes familles des élites des États-Unis. Elle nous a pondu de grands hommes politiques du XXe siècle, dont un président qui a plutôt mal fini, peu cher. Ils sont également connus pour avoir eu des destins tragiques, si bien qu'on dit même qu'ils seraient maudits. Mais celle dont on va s'intéresser ici pour parler de la lobotomie, c'est la première sœur de JFK qui s'appelle Rosemary. Sa vie, elle n'avait pas hyper bien commencé puisque un accouchement long et difficile lui a causé un retard de développement. D'après sa famille, elle était plutôt lente, pas très intelligente, elle avait du mal à suivre à l'école, quoi. Mais elle avait cependant un esprit vif, de la répartie, une bonne personnalité, quoi.
parler de bonne personnalité, quand on va parler de lobotomie, vous savez que ça commence mal. Hein. Et Joseph Kennedy, le père, il était plutôt attaché à son image de famille grandiose avec que des têtes dedans, et c'était plutôt une ombre au tableau d'avoir une fille qui était un peu en retard en termes d'éducation. Et il était plutôt partisan de la méritocratie, lui il se disait que quand on veut, on peut, donc il la pensait un peu responsable de ce retard. Elle était vraiment pas aussi brillante que ses frères et sœurs, qui étaient tous des têtes, hein, des gros bosseurs, tout ça, mais elle, peu importe les efforts qu'elle faisait, elle n'arrivait pas à leur niveau. C'était très frustrant pour elle et pour sa famille. Cependant, sa vie va un peu s'améliorer en 1938, puisque ce bon Jojo est nommé ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, et donc toute la petite famille déménage dans ce pays-là. Il se trouve que ça va être une super expérience pour elle. Leur vie est alors remplie de réceptions guindées de la haute société. On leur présente même le roi de l'époque et sa fille, Elisabeth, et c'est un milieu dans lequel Rosemary se plaît, puisque, comme je le disais, elle a de la répartie, elle a de la discussion. En plus, elle se retrouve scolarisée dans des établissements qui utilisent la pédagogie Montessori, qui se trouve être très adéquate pour le retard qu'a Rosemary, et du coup, même à l'école, ça se passe bien pour elle. Elle adorait l'Angleterre, la presse anglaise l'adorait, puisqu'elle représentait un petit peu le côté un peu foufou de l'Amérique. Mais voilà, la Première Guerre mondiale pointa le bout de son nez, et qu'est-ce qu'il a fait, Papy Jojo ? Il a dit que il aimait bien ce nouveau parti allemand, et que de toute façon, le Royaume-Uni, il allait perdre la guerre, et du coup, il s'est fait virer. Donc, Rosemary, avec sa famille, a dû retourner aux États-Unis. Et à son retour, la santé physique et mentale de Rosemary s'est grandement détériorée. Déjà, elle est tombée en dépression parce qu'elle était extrêmement frustrée de ne plus arriver à rien à l'école. Elle s'est mise à faire des crises d'épilepsie, et des crises de nerfs, comme disait sa famille, puisque elle se rebellait contre eux. Vous vous rendez compte, une adolescente qui se rebelle contre sa famille, c'est du jamais vu, à mon avis, elle doit avoir une terrible maladie. Du coup, notre bon Jojo, il s'est dit, on va l'envoyer dans un couvent, là-bas, elle fera pas de vagues, tu vois. Donc elle était interne dans une école catholique en couvent, mais comme c'était une ado rebelle, elle s'échappait la nuit pour aller dans des tavernes, discuter avec des hommes. Du coup, sa famille était un peu alarmée. Non, pas parce que c'est peut-être pas une bonne chose qu'une gamine de 15 ans traîne avec des hommes adultes dans des bars, non, ça, sa sécurité, on s'en fout, non, c'est plus que ça pourrait ternir l'image de la famille, et ça, ce serait grave. Et donc, en 1941, Joseph prend la décision de contacter le sauveur des femmes volages, celui qui guérit toutes les adolescentes un peu trop rebelles. J'ai nommé notre petit poteau Freeman. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Donc, sans consulter sa femme et bien évidemment sans demander son avis à Rosemary, il l'a envoyée se faire lobotomiser pour la guérir de ses pensées un peu rebelles, tout ça, et puis de ce retard qui plombe tout le monde. Hein. Rosemary, fais un effort, s'il te plaît. Et vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais que certaines lobotomies ont eu des conséquences désastreuses ? Eh ben, ça a été le cas pour Rosemary. Toi aussi, tu veux une lobotomie ? Non. Non, pas de bisous, s'il te plaît, je ne suis pas consentante, merci. L'opération a raté, et à sa sortie, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, incapable de parler, sans sa personnalité qui faisait d'elle la personne que tout le monde appréciait. Par pur désir de contrôle de son image, son père venait de la trahir et de lui retirer l'essence même de ce qui faisait ce qu'elle était. Et si c'était pas suffisant, Rosemary avait également de lourdes séquelles physiques qui l'empêchaient notamment de se déplacer ou de s'alimenter toute seule. Bon, vous pensez bien que si déjà une ado rebelle c'était trop pour Jojo, une handicapée dans la famille c'était pas possible pour garder l'image de la grandeur des Kennedy. Hein. Du coup, il l'a envoyée dans un autre couvent où ce sont des nonnes qui se sont occupées d'elle pendant des années. Sans dire à ses enfants où elle était. Hein. Il avait fait croire à ses frères et sœurs qu'elle avait quitté le pays pour devenir institutrice. Lui-même n'est pas allé la voir une seule fois après l'avoir internée, et la mère, elle est venue une ou deux fois, quoi, pour dire. Rosemary est donc restée confinée avec ses nonnes infirmières sans jamais revoir sa famille ni ses amis jusqu'en 1969, à la mort de Joseph, quand la mère a décidé que c'était bon, elle pouvait revoir du monde, c'est trop gentil. De 41 à 69, sans voir sa famille, sans qu'on lui explique pourquoi, sans pouvoir vraiment parler ni marcher toute seule. Tout ça parce que c'était une adolescente qui faisait le mur. Sa sœur Eunice a été très choquée de ce qui est arrivé. Du coup, elle a passé tout le reste de sa vie à s'occuper d'elle, à essayer de la réinsérer dans la famille. Elle restait internée, bien sûr, parce que sa condition faisait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper d'elle H24, mais
À partir de 1969, elle a recommencé à voir sa famille. Elle avait retrouvé un peu de mobilité qui faisait qu'elle pouvait se promener un peu. Elle avait retrouvé l'usage de quelques mots, donc elle pouvait s'exprimer vaguement, même si elle faisait pas des phrases complètes. Mais elle a passé la fin de ses jours en fauteuil. Elle est morte à 86 ans en 2005. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même et elle était un témoin essentiel d'une part de la cruauté de la famille Kennedy, mais aussi de ce que pouvait être la lobotomie à l'époque et de ses ravages. Un témoin aussi de la misogynie et de la psychophobie, qui considérait que la sexualité féminine était une déviance et que les troubles psy étaient une honte à cacher. Le cauchemar éveillé de cette période où on coupait des bouts de cerveau pour soigner des crises d'épilepsie ou des pathologies telles qu'être une femme et avoir des envies, elle se termina de manière plus ou moins abrupte au milieu des années 50. Fort heureusement pour la médecine, les chercheurs se sont pas arrêtés à cette idée qu'il fallait nécessairement opérer le cerveau pour soigner les troubles psy. Et les années 50 ont progressivement vu l'arrivée des traitements médicamenteux. Les psychotropes ont sauvé beaucoup de personnes de la lobotomie. Par leur côté, déjà pas permanent, plus efficace, le fait qu'il soit beaucoup moins invasif aussi. Bien sûr, ça restait des traitements lourds et pas dénués de conséquences, surtout à l'époque où on n'avait pas encore le recul qu'on a aujourd'hui. Mais disons qu'entre prendre des cachets sur lesquels on n'a pas trop de recul et se faire couper un bout de cerveau, la question elle est vite répondue. Et en parallèle de ça, le nombre exorbitant de lobotomies qui ont été pratiquées aux États-Unis durant cette période, ça a permis aussi d'avoir du recul dessus et de se rendre compte de son efficacité ou de sa non-efficacité. On s'est rendu compte du nombre exorbitant de personnes qui avaient perdu des capacités motrices ou cognitives à cause de ça, et puis on a commencé à questionner très sérieusement l'utilisation de cette technique et Freeman en lui-même. Freeman, il est passé du sauveur au boucher et progressivement on a abandonné en fait l'idée de la lobotomie au profit de plutôt des médicaments qui sont quand même moins lourds de conséquences. Bon, Freeman, lui, il a continué par contre, faut pas déconner. Oh, il a trouvé le bon filon, il le garde. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et en 1967, notre bon docteur Freeman, il pouvait se targuer d'avoir pratiqué près de 3000 lobotomies à lui tout seul. Bravo champion. Et 1967, donc, serait l'année où il pratiquerait sa dernière lobotomie. En février, une patiente qui était une habituée de la lobotomie, une certaine Helen Mortensen, elle est venue pratiquer tranquillement sa 3e lobotomie. C'était devenu des lobotomies de confort à ce moment-là. Vraiment, dès qu'elle avait un petit souci, elle venait voir le docteur pour se faire tronçonner un bout de cerveau, quoi. Malheureusement pour elle, l'opération ne se passa pas comme prévu et elle mourut d'une hémorragie cérébrale sur la table d'opération. Un drame qui permit cependant à l'ordre des médecins des États-Unis de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du docteur Freeman en l'interdisant de pratiquer dans les hôpitaux. Sa réputation étant foutue, sa pratique barbare plus utilisée, Freeman décida enfin de prendre sa retraite. Il mourut peu de temps après, en 1972, toujours convaincu du bien fondé de la lobotomie, toujours attaché à la défendre, notamment en rendant visite régulièrement à ses anciens patrons à bord de sa lobotomobile. Et il faut savoir que certains patients du Dr Freeman sont encore en vie aujourd'hui, puisque la lobotomie se pratiquait aussi sur les enfants, bien sûr. Le plus jeune patient du Dr Freeman avait eu 4 ans. 4 ans. Alors, tu tronçonnes un bout de cerveau à un enfant de 4 ans. 4 ans. Genre, essayez de... Imaginez-vous, là, un enfant de 4 ans. Il a fait quoi pour qu'on se dise non, ça va pas, il faut lui couper un bout de cerveau. Bref, parlons de Howard Dudley, du coup, qui est encore en vie aujourd'hui et qui est, je pense, le patient qui a le plus témoigné de ce qui lui était arrivé avec sa lobotomie, puisqu'il s'est fait lobotomiser à l'âge de 12 ans. Et vous allez voir qu'il y avait une très bonne raison de le lobotomiser, parce que vraiment, ce qu'il faisait, c'était très grave. C'est du sarcasme. En fait, après la mort de sa mère, il avait du mal à tolérer l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père et d'une belle-mère, quoi. Et du coup, il avait tendance à être colérique. Et des fois, il manquait de respect. Non mais c'est trop, là, je veux couper du tout. Du coup, à l'âge de 12 ans, ses parents et le docteur Freeman, ils se sont dit, en fait, la seule solution que je vois à un enfant de 12 ans qui est pas content d'avoir une belle-mère, c'est la lobotomie. Je vois pas ce qu'on pouvait faire d'autre de toute façon. Une lobotomie qui, fort heureusement, n'a pas été ratée, n'a pas eu de séquelles à court terme, donc c'est plutôt ce qu'on appelle une lobotomie réussie, quoi que ça veuille dire. Mais on voit qu'à la longue, il a quand même des séquelles, Howard, et il est un témoin hyper important de ce qu'était la lobotomie à l'époque et des conséquences que ça peut avoir. I've always felt that something was taken from me, that there was a piece missing because my life has never gone well.
Some of my judgment is not good. I don't have the drive that a normal person has. I had trouble almost all my life. Almost anything I did, work, relationships, money. I mean, I wasted my whole life on this one issue. The whole life. Alors, la lobotomie, c'était pas cette technique barbare que les médecins du 19e siècle pratiquaient dans l'ombre auprès des maîtresses des rois pour les empêcher de parler. C'était pas non plus quelque chose qui faisait systématiquement perdre toute sa personnalité aux personnes qui la subissaient. Et vous savez, l'enfer est pavé de bonne volonté, et je suis sûre qu'au fond d'eux, les médecins qui l'ont pratiqué avaient peut-être quelque part un petit peu envie de sauver des gens. Ils voulaient soigner les maladies mentales, comme on disait à l'époque. Et je pense qu'ils voulaient pas du tout rentrer dans l'histoire et gonfler leur ego. Les médecins veulent jamais ça. Et bon, quelque part, on peut se dire que la lobotomie, elle a tracé le chemin pour certaines pratiques psychiatriques qui sont aujourd'hui monnaie courante. On peut notamment aujourd'hui soigner certaines formes d'épilepsie avec une opération qui est plutôt semblable du lobe frontal. Bon, c'est sous anesthésie générale, c'est à un niveau microscopique qui permet de ne toucher qu'à la partie qu'on souhaite toucher et qui ne fait pas perdre sa personnalité au patient. Mais c'est quand même tiré du principe de ce qu'était la lobotomie à l'époque. Ça, c'était pour les côtés positifs, si on peut dire qu'il y en a, mais quoi qu'il en soit, c'est un marqueur des dérives de la psychiatrie, la lobotomie, et des dérives de la médecine plus largement. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée de 3 mecs qui se sont dit qu'ils allaient sauver le monde en coupant des bouts de cerveau, et on s'est dit banco sans trop réfléchir, donc même s'il y avait évidemment des médecins qui étaient pas d'accord avec ce qui se passait, on a quand même pratiqué des milliers de lobotomies avant de se dire que peut-être c'est pas parce que les gens étaient considérés comme fous qu'on pouvait faire n'importe quoi avec eux. En fait, les médecins qui se croient tout-puissants et qui utilisent des personnes avec un trouble psy comme cobaye, c'était plutôt monnaie courante à l'époque parce qu'on tatillonnait sur la santé mentale, on testait des trucs, mais ça a pas totalement disparu aujourd'hui non plus. La déshumanisation des personnes qu'on considère folles, elle est encore bien ancrée aujourd'hui. La psychiatrie du 19e, 20e, l'aliénation, c'était un moyen de contrôler la société en retirant les personnes déviantes, en les mettant à part, en faisant comme si elles n'existaient pas. Et la lobotomie, c'est la continuation de ça, en se disant on contrôle la société en effaçant ces déviances. On n'est plus les personnes malades à part, quoique on a vu avec Rosemary Kennedy que un petit peu quand même, mais on retire ce qui fait qu'elle ne rentre pas dans les carcans de la société. Alors on peut y mettre de la déco et un joli nœud en disant oui, mais c'est aussi pour soigner des personnes qui souffrent. Je ne suis pas sûre que trifouiller le cerveau de quelqu'un qui n'est pas endormi, ça l'aide vraiment. Et aussi, les médecins ont tendance à déterminer à la place de leurs patients en psychiatrie ce qui les fait souffrir ou pas. Et il y a certains troubles psy qui font plus souffrir l'entourage que la personne en elle-même, et il y a peut-être certains troubles où c'est plus à la société de s'adapter que à la personne malade. Et puis on a bien vu également que c'était pas que les personnes souffrant de troubles psy qui se retrouvaient lobotomisées, puisque on y envoyait un peu toutes les personnes qui avaient des comportements antisociaux. On y envoyait notamment les femmes qui souffraient du grave trouble très lourd pour elles de vouloir avoir un petit ami, ne pas écouter leur père ou leur mari. On lobotomisait les femmes et les hommes qui osaient avoir une attirance pour les personnes du même genre qu'eux. On a charcuté le cerveau des femmes qui avaient le baby blues. Donc voilà, le début du 20e, on veut nous faire croire que c'était la grande époque de la famille nucléaire, où tout le monde était content, tout le monde avait sa place dans la société. Mais bon, pas ça les tradwives, peut-être que vous auriez été lobotomisés. Voilà, je suis tombée dans un rabbit hole, comme on dit, un trou de lapin, sur la lobotomie, et je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser ces heures que j'ai perdues. Enfin, perdues, je me suis éclatée, donc elles sont pas perdues, mais ces heures que j'ai passées à rechercher tout ça pour en faire une vidéo pour vous, bien sûr. Comme ça vous évite des heures et des heures de recherche. Quoique, de toute façon, toutes les sources seront dans la description, et si vous avez envie de faire vos recherches de votre côté et de vous plonger là-dedans aussi, n'hésitez pas, parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça en dit beaucoup sur la société, sur la saucisse. Ça en dit beaucoup sur les dérives de la médecine et de la psychiatrie. J'ai vraiment
survolé le sujet des dérives de la psychiatrie parce que je voulais pas que la vidéo fasse des heures. Mais c'est un sujet qui vaut la peine de s'y pencher un peu plus. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse quelque chose d'un peu plus politisé là-dessus, hein, sur la psychiatrie. Un peu plus une étude de fond sur ces dérives et sur pourquoi beaucoup de gens qui souffrent de troubles psy aujourd'hui sont plutôt antipsychiatriques, même s'ils ne sont pas anti-médicaments, ce sont deux choses différentes. Mais voilà, je sais pas si vous aussi, comme moi, vous aviez une image un peu erronée de la lobotomie à cause de la pop culture, où vous imaginiez comme moi que c'était un truc qu'on pratiquait vraiment à des périodes plus reculées. Et puis voilà, je continue d'utiliser cette chaîne de manière sporadique, hein. Ce sera pas très régulier les vidéos ici, mais j'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner bien sûr, laisser des commentaires afin que l'algorithme me pousse partout, que tout le monde voit mes vidéos et que je devienne une superstar internationale, bien sûr. Vous pouvez aller me suivre sur Twitch @turbojoule puisque je stream quasiment tous les jours. Vous pouvez me suivre sur Blue Sky également et sur Instagram au même pseudo. C'est les réseaux que j'utilise le plus. J'utilise un petit peu TikTok aussi, donc vous pouvez aussi aller voir ce que je fais par là. Et vous pouvez également rejoindre mon Discord si vous voulez des news, si vous voulez vous tenir au courant de ce que je fais, notamment en stream. C'est tout par là. Je fais encore partie de ces personnes qui, par pure anxiété administrative, n'a pas déménagé de Tipeee malgré tous les problèmes que l'on connaît. Donc, si vous voulez me faire un don là-bas, n'hésitez pas. Ça me permet de continuer à produire du contenu. Bon, comme je disais, c'est plutôt sur Twitch, mais également ici aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo, les jours où je me mets une motive, il y a moyen que je le fasse. Voilà. Portez-vous bien, ne lobotomisez pas vos amis, même s'ils sont un peu bizarres. Et à la prochaine.